Imaginez que vous êtes un commandant de Panzer allemand à l'été 1944. Vous êtes assis à l'intérieur d'un char Tigre de 60 tonnes, vous êtes entouré de 4 pouces d'acier Krupp trempé. Votre canon de 88 mm peut détruire n'importe quel char allié à plus d'un mile de distance. La propagande allemande vous a dit que vous êtes le maître du champ de bataille, vous êtes invincible. Mais soudain, la terre sous vos chenilles se soulève violemment. Une onde de choc explosive fracasse vos périscopes optiques et crève vos tympans. Vous n'avez pas entendu de sifflement, vous n'avez pas vu de char ennemi, vous n'avez même pas vu d'avion. En une fraction de seconde, votre invincible division de Panzers a été transformée en un cimetière fumant de métal tordu et de cratères. Comment les Américains ont-ils fait ? Les documentaires de la chaîne History adorent faire une obsession sur l'épaisseur du blindage des chars allemands, mais ils ignorent complètement l'ultime égalisateur de la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine n'avait pas besoin d'un char plus gros pour gagner la guerre. Ils avaient le centre de direction des tirs, un hachoir à viande mathématique, et une fusée d'artillerie ultra secrète qui était gardée aussi lourdement que la bombe atomique. Voici l'histoire méconnue de la façon dont l'artillerie américaine, le véritable roi de la bataille, ne s'est pas contentée de vaincre les divisions de Panzer allemandes. Ils ont effacé des carrés entiers de la carte. Si vous lisez les mémoires d'après-guerre de généraux allemands comme Heinz Guderian ou Erwin Rommel, vous trouverez un thème récurrent, une arrogance extrême concernant leur blindage. Lorsque l'armée américaine a débarqué en Europe, le char américain standard était le Sherman M4. Il était fiable, rapide et produit en très grand nombre. Mais lors d'un duel frontal en 1 contre 1 avec un char allemand Panther ou Tigre, le Sherman était gravement désavantagé. Les commandants de Panzer allemands se pavanaient sur les champs de bataille de Normandie avec un énorme complexe de supériorité. Ils croyaient que parce que leurs machines étaient plus lourdes et leurs canons plus gros, ils possédaient le sol sur lequel ils roulaient. Ils pensaient que les troupes américaines étaient faibles, inexpérimentées et entièrement dépendantes de la production de masse plutôt que de la compétence martiale. Mais la doctrine militaire américaine avait compris une vérité fondamentale de la guerre moderne qui avait complètement échappé aux Allemands. Les Américains savaient que l'on n'a pas besoin de construire un char de 60 tonnes pour détruire un char de 60 tonnes. Il suffit d'un gars avec une radio, une carte topographique et une ligne directe avec l'artillerie de campagne américaine. Les Américains se moquaient de l'épaisseur du blindage frontal d'un Panzer, parce qu'ils n'avaient aucune intention de tirer sur l'avant du char. Ils allaient larguer des milliers de livres d'explosifs brisants directement sur son toit. Ils n'allaient pas du tout viser le char. Ils allaient effacer le code postal dans lequel le char était garé. Le secret de l'efficacité terrifiante de l'artillerie américaine n'était pas seulement des canons plus gros, c'était la communication, la standardisation et les mathématiques. L'armée américaine a perfectionné le FDC, le centre de direction des tirs. Considérez le FDC comme la version des années 1940 de l'informatique en nuage. Dans les armées allemandes et soviétiques, l'artillerie était souvent rigide et inflexible. Une batterie de canons ne tirait généralement que sur ceux qui se trouvaient directement devant son secteur spécifique. Si une unité soviétique voulait demander un bombardement massif, cela nécessitait des heures de planification préalable, la pose de fils téléphoniques et finissait par le déplacement physique des canons. Mais le système américain était un réseau massif et fluide, relié par des téléphones de campagne légers et des radios FM avancées. Un observateur avancé américain, souvent un lieutenant solitaire caché dans le clocher d'une église, un trou de renard boueux ou rampant à travers une haie, pouvait repérer une colonne de panzer allemand à des miles de distance. Il n'appelait pas seulement ses propres 4 canons. Par l'intermédiaire du FDC, il pouvait demander la puissance de feu de tout son bataillon, de la division, du corps d'armée ou même d'un groupe d'armées entier. À l'intérieur de la tente du FDC, des hommes travaillant avec des règles à calcul, des rapporteurs et des planches à dessin calculaient la géométrie de la mort en quelques secondes. Dans les 2 à 3 minutes suivant le murmure d'un observateur avancé dans sa radio, des dizaines de batteries d'artillerie dispersées sur des miles de campagne française ajustaient toute leur élévation et visaient un seul carré sur une carte.
Les commandants de chars allemands n'avaient absolument aucune idée qu'une paire de jumelles à des miles de là venait de signer leur arrêt de mort. Le cauchemar ultime pour l'armée allemande était une innovation tactique américaine appelée l'heure sur l'objectif, ou TOT. Normalement, si vous êtes bombardé par l'artillerie, vous entendez les premiers obus de réglage atterrir. Vous entendez le sifflement d'approche. Cela vous donne quelques précieuses secondes d'avertissement pour claquer la trappe de votre char, plonger dans une tranchée ou appuyer sur la pédale d'accélérateur et sortir de la zone de mort. Les Américains ont systématiquement éliminé cet avertissement. En utilisant des chronomètres précis et synchronisés, ainsi que des mathématiques complexes sur le temps de vol, le FDC coordonnait désormais le tir de chaque canon du secteur afin que chaque obus atterrisse exactement à la même milliseconde. Parce que les obus voyagent à des vitesses différentes selon la distance et la taille du canon, l'orchestration devait être sans faille. Les massifs obusiers de 155 mm tirant à 10 miles de distance tiraient en premier. Quelques secondes plus tard, les canons de 105 mm tirant à 5 miles de distance faisaient feu. Ensuite, les mortiers lourds. Pour les arrogants équipages de Panzer SS assis dans la zone de chute, il n'y avait aucun sifflement, il n'y avait aucun avertissement. Une seconde, ils buvaient du café, vérifiaient leurs cartes et riaient de l'infanterie américaine. La seconde suivante, le ciel leur tombait littéralement sur la tête. Des centaines d'obus explosifs détonnant simultanément créaient une onde de choc explosive qui défiait la compréhension humaine. Et si le son des tirs de canon n'atteignait les Allemands qu'après que les obus eurent déjà explosé, des colonnes blindées entières étaient transformées en cratères fumants avant même qu'un seul soldat allemand ne puisse crier. Les ingénieurs allemands se vantaient fréquemment qu'un obus explosif standard de 155 mm ne pouvait pas percer le blindage frontal épais et incliné d'un char Panther. Et techniquement, sur un champ de tir, ils avaient raison. Mais les Américains n'avaient pas besoin de percer le blindage. Ils laissaient la physique faire le travail à leur place. Un obus américain standard de 155 mm pesait 95 livres, rempli de plus de 15 livres de TNT pur ou d'explosifs de composition B. Lorsqu'un obus de cette taille détonne à 3 pieds d'un char, les lois de la physique prennent le relais. Le souffle purement explosif d'un barrage TOT, la surpression, soulevait littéralement un Panzer de 30 tonnes du sol et le retournait sur le toit, ou arrachait complètement ses chenilles de la suspension. L'onde de choc fracassait les délicats viseurs optiques du char, brisait les antennes radio et enflammait l'extérieur. Pire encore était un phénomène connu sous le nom d'écaillage. L'onde de choc contre l'extérieur du char était si violemment lourde que l'énergie cinétique se transférait directement à travers l'acier. Les couches intérieures du blindage du char allemand s'écaillaient sous la pression, se transformant en éclats d'obus déchiquetés à grande vitesse qui ricochaient à l'intérieur de l'habitacle de l'équipage comme une décharge de fusil de chasse. Lorsque l'infanterie américaine avançait prudemment après un barrage TOT, elle trouvait fréquemment des chars Tigre allemands posés dans la boue, complètement intacts, sans aucun trou visible dans le blindage. Mais à l'intérieur, l'équipage était mort. L'énorme onde de pression explosive avait rompu leurs poumons et crevé leurs tympans. La machine avait survécu, mais les composants biologiques à l'intérieur étaient détruits. Alors que les observateurs avancés au sol étaient mortels, les Allemands ont appris à craindre quelque chose d'encore plus modeste dans le ciel. Ce n'était pas le chasseur-bombardier P-47 Thunderbolt, c'était un minuscule avion non armé, recouvert de toile, avec une vitesse de pointe de 85 miles à l'heure. Le Piper J-3 Cube, connu dans l'armée sous le nom de L-4 Grasshopper, ces minuscules avions étaient pilotés par des observateurs d'artillerie. Ils volaient bas et lentement au-dessus du champ de bataille, armés de rien d'autre qu'une radio et une carte. L'effet psychologique que ces avions avaient sur l'armée allemande était stupéfiant. Les commandants allemands donnaient en fait des ordres stricts à leurs artilleurs anti-aériens et à leur infanterie. Ne tirez pas sur les petits avions. Pourquoi ? Parce que les Allemands savaient que s'ils tiraient une seule rafale de mitrailleuse sur un L-4 Grasshopper, le pilote repérerait instantanément les éclairs de leur bouche à feu. Dans les 3 minutes, ce pilote appellerait le FDC
et un carré entier d'artillerie américaine vaporiserait la position allemande. Les colonnes de Panzer allemandes coupaient littéralement leurs moteurs, se cachaient sous les arbres et retenaient leur souffle jusqu'à ce que le petit avion en toile s'éloigne. La puissante Wehrmacht allemande était paralysée par un gars dans une tondeuse à gazon volante tenant un talkie-walkie. Comme si les explosifs brisants et les grasshoppers ne suffisaient pas, à la fin de 1944, les Américains ont introduit une arme si technologiquement avancée, si profondément classifiée, qu'il était initialement interdit de la tirer au-dessus du territoire ennemi au cas où un obus non explosé serait capturé et ferait l'objet d'une rétro-ingénierie. Elle s'appelait la fusée de proximité VT. Les chars sont aveugles et vulnérables sans leur infanterie de soutien pour les protéger des bazookas et des manœuvres de contournement. Avant la fusée VT, les obus d'artillerie devaient toucher le sol pour exploser, ce qui signifiait qu'une grande partie des éclats étaient absorbés par la terre ou la neige. La fusée VT a tout changé. À l'intérieur du nez de l'obus d'artillerie se trouvait un émetteur radar miniature et robuste. Alors que l'obus tombait vers la terre, il faisait rebondir des ondes radio sur le sol. Lorsqu'il détectait qu'il était exactement à 50 pieds dans les airs, il détonnait automatiquement. Cela faisait pleuvoir d'en haut un cône parfait et inéluctable de 360 degrés d'éclat tranchant comme des rasoirs. Les tranchées et les trous de renard n'offraient zéro protection. Lorsque les Allemands ont lancé leur massive offensive surprise lors de la bataille des Ardennes, leur Panzer était soutenu par des milliers de fantassins d'élite. Lorsque l'artillerie américaine a finalement déclenché les explosions aériennes VT au-dessus de la forêt des Ardennes, ce fut un événement apocalyptique. Les explosions aériennes ont transformé les pins gelés en éclats de bois à grande vitesse, massacrant l'infanterie allemande à découvert. Les Panzers se sont soudainement retrouvés totalement seuls, aveugles et encerclés par des équipes de bazookas américaines. La race des seigneurs n'a pas été vaincue par une génétique ou une volonté supérieure. Ils ont été physiquement déchiquetés par la supériorité technologique, industrielle et mathématique américaine. Le haut commandement allemand n'a jamais trouvé de réponse à l'artillerie américaine. Ils ont passé toute la guerre à essayer de construire des chars plus épais, des canons plus gros et des blindages plus lourds. Mais ils ont complètement échoué à comprendre que l'avenir de la guerre ne concernait pas la taille de la boîte en acier que vous conduisiez. Il s'agissait de la vitesse de votre réseau de communication. Le GI américain n'avait pas à se battre à la loyale, et il ne le voulait pas. Si une division de Panzer allemande se garait dans une forêt, l'armée américaine n'envoyait pas de chars dans les arbres pour mener un noble duel en face à face. Ils appelaient simplement le centre de direction des tirs, retiraient ce carré de la carte et marchaient sur les cendres le lendemain matin. Le mythe de l'invincible Panzer allemand n'est pas mort au bout du canon d'un autre char. Il est mort dans le trou de renard boueux d'un observateur avancé de 20 ans avec un téléphone de campagne et dans les mathématiques de l'artillerie de campagne américaine. Quelle est votre histoire préférée de la supériorité technologique américaine dominant complètement le champ de bataille ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez voir exactement comment les soldats américains ont réagi lorsque des officiers SS arrogants ont exigé un traitement de faveur dans les camps de prisonniers de guerre, cliquez sur la vidéo sur votre écran dès maintenant.